Bonjour Gilles, Salut Francisca. ravi de t'accueillir sur ma chaîne. Eh bien, également ravi d'être là pour cette interview. Je suis contente de clôturer l'année 2024 avec à la fois le début de ma chaîne et puis une interview avec toi. Et voilà, je voulais évidemment te préciser qu'à l'inverse de la plupart des interviews que tu donnes, cette interview va porter sur la dimension mentale et psychologique spécifiquement et non pas sur ce qui se passe pour Daniel ou ce qui se passe pour toi en tant qu'entraîneur, sur ta vision du jeu ou toutes ces choses-là pour lesquelles la plupart du temps tu es interviewé. C'est vrai, tu sais quoi? Dis-moi. C'est que j'ai accepté justement l'interview pour justement ce thème que tu m'as proposé d'aborder, c'est-à-dire cette dimension psychologique et mentale. D'autant plus que ça fait plaisir de pouvoir parler de cette dimension-là avec une professionnelle comme toi. En plus de ça, on a travaillé ensemble pendant 4 ans avec Daniel, avec plutôt beaucoup de succès. Donc ravi de pouvoir effectivement aborder ce thème-là avec toi. Alors justement, en rentrant directement dans le sujet, qu'est-ce que c'est pour toi et qu'est-ce qui a fait, d'où vient que tu portes un intérêt spécifique pour cette dimension? Alors bonne question. Pour ça, il faut remonter sur mon parcours, dans mon parcours d'homme et de sportif. C'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, je suis très sensible à cette partie-là parce que il y a des années de ça, quand je me suis lancé dans mon chemin, dans mon parcours de, de- de joueur de tennis, ça remonte à, j'avais 17 ans et que j'ai décidé de quitter l'école et de me lancer dans une carrière de joueur de tennis pro. Eh bien, tout au long de ce parcours, j'ai été confronté à mes propres limites et ces limites-là, ces obstacles-là m'ont, je vais dire, obligé à me questionner pour pouvoir essayer de les dépasser et d'essayer de trouver des ressources intérieurement euh, pour passer ces obstacles. Donc voilà, ça m'a accompagné tout au long de mon développement sportif et personnel. Et forcément, je me suis construit avec ça. Donc en tant qu'entraîneur, cette partie-là vit en moi, m'habite. Et donc naturellement, j'y suis sensible dans mon métier. Alors justement, cette sensibilité sur l'aspect professionnel, comment est-elle corrélée à la sensibilité personnelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait, comment as-tu travaillé cette dimension-là sur le plan personnel, au-delà de l'intérêt propre? Alors, je dirais que quand j'ai travaillé sur cet aspect-là, je vais dire psychologique et mental, qui sont deux choses différentes pour moi, tel que je le perçois, il y a une partie, une dimension que je vais nommer psychologique, qui est plus profonde, qui est en lien plus avec euh, une histoire humaine, en fait, mon histoire de personne. Quand je dis histoire, c'est familial, tout ce qui est transmis par la famille ou l'incarnation que j'ai en tant que personne, qui déteint sur mes croyances, sur mes projections, plein de choses comme ça. Euh, et, euh, et qui a pu, je pense, à certains moments bloquer certains de mes avancements. Et après, il y a l'autre dimension plus superficielle du mental qui est plus en lien avec la façon d'utiliser, je dirais, je vais dire ça comme ça, les atouts du cerveau, ce qui est capable de faire le cerveau quand on connaît un certain nombre de techniques, de stratégies qu'on peut construire au niveau mental. Voilà, donc ça a été deux dimensions que moi j'ai explorées dans mon parcours avec des gens et des professionnels différents. Je dis très clairement, la partie psychologique a plus été travaillée avec des psys ou psychanalystes même. J'ai une grosse expérience de la psychanalyse et il y a plein de courants là aussi.
Et sur l'aspect mental, plutôt avec un préparateur mental, plutôt, avec qui j'ai beaucoup appris sur ce travail-là. Sur la partie psy, avec des coachs aussi qui ont été capables de me faire travailler dans un autre niveau, moins profond mais tout aussi riche pour développer des aspects puissants du psy et du mental un petit peu aussi en même temps. Voilà. Alors évidemment, toute cette expérience, comment est-ce que finalement tu l'as mise au service de ta posture d'entraîneur ou de ton métier d'entraîneur? Alors, Est-ce que ça t'a servi? Oui, je dirais de plusieurs manières et de manière crescendo. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai fini de jouer au tennis, justement, euh, en fait, je suis un entraîneur, je pense, qui est branché sur un certain nombre de domaines de la performance. Je vais énoncer les plus basiques, comme évidemment le tennis avec la technique, la tactique, la biomécanique, toutes ces choses-là. L'aspect physique aussi, où je me suis formé sur cet aspect-là. Et l'aspect mental, bien entendu, qui a été une partie, comme je l'ai dit là, importante dans ma carrière. Je me suis formé sur le plan de différents courants, enfin sur la dimension de la préparation mentale. Et donc quand j'ai arrêté, j'ai fait ces formations et je me suis dit je vais pouvoir rajouter des billes à mes compétences, notamment cet aspect de la préparation mentale. Et je pense que c'était une bonne chose pour avoir une certaine gamme d'outils, de ressources pour moi en tant qu'entraîneur. Par contre, je me suis aperçu que, en réalité, ces outils-là en tant qu'entraîneur, en évoluant dans mon parcours d'entraîneur, ils étaient difficiles à utiliser parce que ça ne convenait pas tellement à ma posture d'entraîneur. On pourra peut-être y revenir si tu me questionnes là-dessus. En revanche, je me suis notamment formé sur différents aspects de l'accompagnement, je ne vois pas comment je peux le dire autrement, qui m'ont montré que la façon dont on pouvait communiquer avec le joueur qu'on entraînait pouvait faciliter justement le développement du joueur grâce à une posture plus clean, je vais dire, en tant qu'entraîneur. Voilà. Tu peux un petit peu expliquer ce que pour toi veut dire plus clean? Alors, comment je pourrais la définir? Plus clean, c'est-à-dire, là, ce qui me vient, c'est une capacité à bien se calibrer à l'énergie du joueur, au monde interne du joueur, en fait, pour essayer de sentir à quel endroit ou qu'est-ce qui constitue le joueur et pas uniquement être dans la position de l'entraîneur qui est juste là pour distiller ce qu'il faut faire en fait. Comme je vais dire, et je le dis avec expérience aussi, comme on pourrait le faire au début en tant qu'entraîneur en se disant attends, je suis l'entraîneur, c'est moi qui sais, il faut faire ci et il faut faire ça. Bien entendu, en tant qu'entraîneur, dans ta position d'entraîneur, tu as une représentation de ce qu'il faut faire, là où tu veux emmener le joueur, comment tu comptes l'emmener. Et ça fait partie, c'est nécessaire, c'est même indispensable. Et en même temps que tu es dans cette posture, il y a aussi cette autre posture d'être aux côtés du joueur, de sentir le joueur pour pouvoir le suivre aussi dans son développement et pouvoir combiner ces deux choses en fait. Pour ne pas les forcer, en fait, pour ne pas forcer, pour ne pas passer en force juste parce que tu as décidé que c'est là où tu veux emmener le joueur, c'est comme ça que tu penses qu'il faut faire. Parce qu'en fait, tu apprends, tu peux remarquer, et moi je l'ai vu avec Daniel, qui est, je pense, pour moi, a été un terrain ou un joueur de formation presque pour découvrir toutes ces choses-là. Alors c'est vrai que je connais quand même bien Daniel pour l'avoir accompagné pendant 4 ans et en équipe aussi.
cette posture d'entraîneur sur laquelle tu me proposais de revenir, et de toute façon j'ai envie de revenir sur cette posture, qui serait que, si je comprends ce que tu dis, on ne peut pas, de ton point de vue, à la fois être, entre guillemets, préparateur mental entraîneur et entraîneur. Est-ce que... Aujourd'hui, c'est ce que je dirais, effectivement. Au début de ma carrière, je me disais, je veux tout faire en fait, je veux tout être. Et je pense, pour le coup, avoir de solides compétences et qualités pour pouvoir justement comprendre le mental, comment il fonctionne sur le plan du mental, je ne parle pas psy. Et aujourd'hui, je me rends compte que bien faire son métier d'entraîneur ne permet pas de se mettre dans cette posture de « je suis aussi préparateur mental ». Je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Si par exemple on doit illustrer tes propos concernant l'expérience avec Daniil, parce qu'on a eu à travailler avec d'autres joueurs ensemble de manière moins construite et moins resserrée. Et, enfin, je veux dire, avec Daniil, il y a vraiment une maison de la performance qui a été construite, on peut dire ça comme ça, une maison interne pour Daniil de la performance pendant 4 ans. Mais justement, qu'est-ce qui, de ton point de vue, à travers cette expérience, t'a montré ça précisément ? Bonne question. Alors, j'essaie de remonter le fil avec Daniil. Là, quelque chose qui me vient de manière assez basique. Je fais mon métier d'entraîneur tennis, je suis sur le terrain et je vis telle séance avec Daniil. Bonne ou pas bonne, tu quittes le terrain et ça voudrait dire que si derrière il faut faire un travail de préparation mentale, par exemple, tu quittes le terrain physiquement pour aller dans une salle, par exemple. Alors, bien entendu, tu peux le faire sur le terrain. Il y a des choses que tu peux faire sur le terrain, mais ça fait partie du métier d'entraîneur pour moi. Mais ensuite, si tu dois aller dans une salle, parler de faire un travail mental en bonne et due forme, qui demande des compétences d'accompagnement que pour moi un entraîneur n'a pas forcément de par son travail d'entraîneur, eh bien tu changes de registre et tu vas rentrer dans une intimité, dans un autre type de relation qui, à mon avis, est confusant, je ne sais pas si c'est le bon mot, est confus. Pourquoi pas ? Et peut foutre un gros bordel ensuite dans la relation et dans le travail que tu fais ensuite, dans la place que tu as ensuite en tant qu'entraîneur en fait. Il y a une confusion des genres. Une confusion des genres. Ça, c'est une chose, on pourra y revenir sur cette confusion des genres parce qu'effectivement, ce sont 2 postures différentes. Et face à ces 2 postures, l'athlète, le joueur, va se positionner différemment et donc va engager quelque chose de lui de différent qui peut être contre-performant justement parce que ce qui est confié à quelqu'un qui fait mon métier ou ce qui est confié à l'entraîneur, par exemple, s'il voulait confier la même chose, n'aurait pas le même voyage intérieur et ne se positionnerait pas de la même manière et surtout ne serait sûrement pas dit de la même manière. Tu vois là par exemple, là, il y a 2 choses qui me viennent dans ce que tu dis et dans ce qu'on échange. Il y a, moi je veux dire, je me verrais, peut-être que je me trompe complètement, mais plus tard pouvoir peut-être devenir préparateur mental ou être vraiment faire ce métier-là. Mais dans ce cas-là, ça me demanderait, je pense, d'arrêter mon métier d'entraîneur parce que je ne pourrais pas faire les 2 et ça me demanderait une posture et d'autres formations, une autre forme d'écoute et d'accompagnement qui n'est pas du tout la même en tant qu'entraîneur. En revanche, en tant qu'entraîneur, ça ne m'empêche pas, dans le travail que je vais faire sur le terrain, dans le cadre des exercices que je vais faire, et notamment si je travaille, comme on a travaillé tous les 2 en collaboration, de réfléchir à des exercices qui vont, guider ou demander aux joueurs d'aller trouver des ressources mentales ou d'utiliser les ressources qu'il va travailler avec toi dans certains cadres d'exercice
sur le terrain en fait. Ça, en tant qu'entraîneur, je pense complètement que c'est possible. Mais pour autant, j'estime pas que ça fasse de moi un préparateur mental, par exemple. C'est juste que je fais mon métier d'entraîneur en utilisant le travail qu'on peut, nous deux, quand on travaillait ensemble, mettre en place sur le terrain, en fait. En fait, ce que je comprends, c'est que ce travail, il y a deux choses que j'entends dans ce que tu dis qui me paraissent très importantes. La première, c'est que le fait d'avoir travaillé sur toi, puis en plus d'avoir une connaissance finalement de ce que pourrait recouvrer une partie du mental, te permet d'être sensible à ce qu'il peut se passer pour le joueur quand tu l'entraînes ou sur un match, qui va demander avec quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là d'aller beaucoup plus loin et donc d'en comprendre plus. Et donc ça, c'est déjà aussi une manière à la fois de percevoir le monde, enfin là où est le joueur, mais c'est aussi une manière aussi pour toi de pouvoir te calibrer correctement pour que ton rôle d'entraîneur puisse être plus efficient, plus efficace pour le joueur et plus calibré pour qu'il puisse entendre de là où il est. Et parfois, là où il est, ça ne va pas et le joueur bloque, sature, ne peut plus entendre. Mais toi, tu te déplaces finalement, c'est ce que je comprends, pour que le joueur puisse avoir un endroit, un espace où il puisse te rencontrer à nouveau. La deuxième chose que je vois, c'est qu'effectivement, ça te permet aussi de collaborer correctement avec quelqu'un qui fait ce métier pour aller voir les différentes dimensions selon la personne qui collabore, c'est-à-dire si c'est un préparateur mental, si c'est un psy seulement ou si c'est un psy et qui maîtrise aussi cette partie du mental, pour avoir finalement un spectre plus large et faire une collaboration où tu vas pouvoir parler, échanger et chacun tout en restant à sa place, mais tout en étant informé. Cette information-là va être beaucoup plus riche pour travailler ensemble et alors très riche aussi quand c'est en équipe. Écoute, tu le décris très bien. Effectivement, je veux dire que de par mes compétences et le travail que j'ai pu faire, effectivement, quand je suis sur le terrain, je vais dire, je pense que je suis assez bon pour ça. Je vais sentir le joueur, en fait. Je vais sentir des choses qui vont me permettre, et notamment, je le répète, avec quelqu'un comme Daniel, qui est également qui est très riche. Tu as pu le remarquer dans votre travail. Comme ça me fait penser comme une fille que tu as accompagnée qui était un peu dans le même style, Varvara Gracheva. Ces gens-là qui sont très riches, il y a une énergie qui émane d'eux et je sens que je suis assez bon pour capter cette énergie et sentir à quel endroit je dois me positionner et comment respecter leur monde, comment leur apporter un certain nombre de choses tout en sans les parasiter avec mes intentions à moi. En même temps, j'ai des intentions de travail pour leur permettre de travailler tennistiquement. Et je dois combiner tout ça en fait. Et ça, je pense que je suis assez bien là-dessus. Et ensuite, c'est ça l'avantage de travailler avec quelqu'un comme toi et comme on l'a fait, c'est que je pense que je peux bien témoigner de ça comme on l'a fait pour que toi tu puisses reprendre mes informations et pouvoir bien travailler pour justement utiliser tes compétences à toi pour faire évoluer les joueurs par rapport à ce qui se passe sur le court ou moi ce que je peux te transmettre. Puisque moi j'ai l'impression dans ces cas-là de pouvoir rester à ma place et de te dire tiens voilà ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti. À toi de faire ta partie quoi, en fait. Oui. Après, ça va dépendre aussi des compétences, des connaissances ou des champs d'intervention de l'intervenant sur cette dimension-là. Bien sûr. S'il peut percevoir effectivement et combiner le psychologique, le mental. Bon, en plus, moi, je rajoutais personnellement l'énergétique. Mais justement, si tu peux témoigner, par exemple, de ce qui, pour toi, a été, dans le travail de Daniel, a fait que ça a été finalement performant, ce travail-là avec quelqu'un qui effectivement est éminemment riche, créatif et très singulier, mais je dirais tout le monde est singulier, mais qui a une singularité que souvent j'entends dans les commentaires, les personnes ne comprennent pas. C'est un joueur avec qui le didactique,
le forcer les choses ne marchera jamais. Alors, être très clair avec quoi, c'est pas évident parce que justement, la façon dont je capte les choses, elle est assez diffuse. Mais un joueur comme Daniil, avec cette richesse dont on parle, et notamment à l'époque quand il a commencé à travailler avec toi, alors il y a eu plusieurs phases, mais je vais dire la deuxième phase qui a représenté ce démarrage pendant 4 ans, qui a été donc en 2018. Je me souviens, c'était au Queens, où il était dans un état où je sentais qu'il y avait quelque chose, une énergie qui était bloquée, quelque chose de bloqué. Je ne peux pas l'expliquer différemment. Et je me souviens d'avoir eu une discussion où il travaillait avec quelqu'un sur l'aspect mental, justement, que je trouvais superficiel par rapport à ce que je ressentais de ce qui lui barrait la route. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, je pense que là, il y a quelque chose à creuser. À mon sens, il faut que tu travailles plus profondément. Et c'est là où il t'a contacté et qu'il a commencé à travailler avec toi. Le quoi, je veux dire, c'est plus toi qui peux le dire. En tout cas, j'ai eu le sentiment, et je me souviens, on en avait parlé, tu m'avais dit quand tu avais travaillé avec lui juste avant Wimbledon 2018 que tu étais allé droit au but. Et je me souviens, du jour au lendemain, son énergie s'était transformée. Et comme si un passage avait été libéré et qu'il avait pu exprimer toute sa richesse, tout son potentiel. Je me souviens, c'était incroyable. Et à l'époque, avant ce tournoi de Wimbledon, sur le programme, j'avais dit à Daniil, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on reparte en challenger, parce qu'il faut que tu rejoues des matchs, que tu regagnes des matchs. Et après le tournoi de Wimbledon, donc il fait 3e tour, je lui avais dit, écoute, si tu es pour moi, en étant dans cette énergie, il n'y a plus besoin de repartir en challenger, tu vas regagner des matchs, c'est sûr. Et c'est ce qui s'était passé, ça avait fait que monter. Il avait vécu un été 2018 où il avait gagné son 2e tournoi, puis l'automne 2018, il avait gagné son 3e tournoi, Winston-Salem et Tokyo. Et voilà, et je veux dire, l'accompagnement que tu avais avec lui, je trouve qu'elle correspondait totalement à qui il était, à qui il est en fait. Et je le vois, moi, sur le terrain au quotidien. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais pu observer déjà Daniil bien avant, des années avant, parce que j'avais accompagné des joueurs qui l'ont rencontré en match. Donc je voyais Daniil de l'autre côté, je me disais, c'est incroyable ce joueur, les compétences qu'il a et comment est-ce qu'il se sabote. Donc j'avais déjà une pré-idée, déjà rien qu'en le voyant, je ressentais ça et je me disais, ah c'est quelqu'un que je pourrais aider, c'était le sentiment que j'avais en tout cas, mais moi je ne vais jamais chercher quelqu'un, donc je ne l'ai pas sollicité. Et puis c'est trouvé que je me suis retrouvée dans un tournoi 1 an plus tard où il était et qu'on a fait une séance qui a été incroyable. Et là j'ai vu le truc. C'est-à-dire que mon intuition s'est confirmée par cette séance qui avait duré 3 heures. Enfin, c'était plus que 3 heures en fait. Hein. C'était exceptionnel, surtout quand on connaît Daniil. C'était incroyable. Et puis derrière, il fait finale dans ce tournoi à Chennai. Mais il n'est pas encore prêt à aller dans ce genre de travail qui est très complexe parce que c'est vrai que là, on mélange tout ce qui est le psychologique sans travailler comme chez un thérapeute, évidemment, parce qu'un sportif de haut niveau n'a pas ce temps-là et cette possibilité d'exploration avec un temps élastique. Mais je te coupe parce que cette exploration dont tu parles, qui est quoi, une exploration sans parler de psychologique, c'est une exploration, à mon sens, humaine avec soi-même et avec tous ses potentiels en fait, où j'ai le sentiment qu'on n'est pas éduqué à ça. Tu vois, ce monde interne, j'ai le sentiment je ne sais pas, est-ce que c'est sociétal, est-ce que c'est culturel, on n'est pas encouragé à explorer ça. Moi, je sais que je l'ai exploré, alors j'étais certainement sensible à ça, mais parce que c'était dans ma quête, j'estime que c'était une quête, j'avais pas d'autre choix en fait que d'aller essayer et c'est pas fini en plus de ça, c'est jamais fini en réalité, mais j'avais pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de moi-même, et grâce à ma quête, c'est cette quête-là qui m'a permis d'aller sur ce terrain-là en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose tout le monde sait de quoi il parle, en fait, tout le monde dit que le mental, tout le monde sait de quoi dit, savoir de quoi est fait le mental. Moi, je vois ça partout sur les réseaux ou les gens que je rencontre, et je me dis waouh,
mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour dire que vous connaissez ça? Ça me sidère. En réalité, ça me sidère. Je veux bien qu'on peut être formé, se former et avoir des qualités. Hein. Il y a des gens qui ont des qualités. Mais tout le monde a l'air de savoir, d'être un expert de ce domaine-là en disant bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Waouh, je suis sur le cul. Franchement, je suis sur le cul. Alors que je trouve que c'est quelque chose qui se gagne avec le temps et au prix de, excuse-moi, de putain d'expérience quoi, et de putain d'obstacles. Mais là, tu parles sur le travail sur soi ou pour quelqu'un qui est tout, professionnel? En fait, tout. C'est professionnel. Ouais, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à regarder les réseaux. Hein. Tout le monde est préparateur mental. Tout le monde est préparateur mental aujourd'hui. Tout le monde, par sa petite expérience de vie, est préparateur mental ou a quelque chose à dire là-dessus. Pour moi, je suis désolé. Hein, Ah mais vas-y, c'est là pour ça. j'ai une petite estime de tout ce cirque autour de ce domaine-là. Voilà, c'est tout. Et j'estime peu de personnes dans ce domaine-là, en réalité. Voilà. Bon, c'est dit, mais c'est vrai que c'est complexe ce sujet parce que c'est très lié à l'être humain finalement de croire qu'il peut accompagner l'autre. Hein. On a tous, comment dire, écouté un ami, écouté un membre de sa famille, consoler, donner des conseils. L'accompagnement sur ces dimensions-là, c'est pas du tout ça. Ça se joue sur d'autres dimensions et justement, Mais moi, dans l'inconscient, il se joue beaucoup de choses dont peu de gens ont conscience justement, et même souvent des thérapeutes. Donc, mais tu vois ce que tu dis là sur, parce que je crois comprendre ce que tu veux dire sur l'accompagnement, qui est un mot comment galvaudé, dire, très utilisé. L'accompagnement, c'est quelque chose, j'ai pu le voir avec des gens que j'estime et j'ai vu comment tu pouvais le faire puisqu'on a travaillé ensemble. Tu as travaillé avec Daniel, mais tu as aussi régulé l'équipe et ta façon d'accompagner l'équipe, cette dextérité, cette douceur d'accompagner pour plonger à l'intérieur de quelqu'un pour remonter le fil et faire émerger un certain nombre de choses. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et il y a vraiment... C'est de l'art presque, tu vois. Il y a quelque chose d'artistique, je dirais. Et tu disais ça, donc il y a l'accompagnant. Et comme tu dis, c'est vrai que... Alors, je ne suis pas du tout thérapeute, loin de ça, mais tu parles de l'inconscient et de ce qui se joue. Effectivement, les gens ne se rendent pas compte de ce qui peut se jouer. Je le dis par expérience, je l'ai vu avec, que ce soit avec Daniel, avec d'autres joueurs ou avec tous les gens qui peuvent graviter autour dans une équipe. Tout ce qui peut se jouer au travers des gens, qui est invisible, qui crée une énergie, qui crée une bonne énergie ou une moins bonne énergie, qui va bloquer ou au contraire permettre ce truc invisible-là. Tout le monde, beaucoup de gens en parlent, mais personne ne sait comment le réguler, ou personne. Ou en tout cas, un certain nombre de personnes ne savent pas comment le réguler, et pourtant c'est nécessaire. Toi, tu as été en mesure de le faire quand on a travaillé ensemble, et je pense que c'est quelque chose de vraiment important et que tout le monde ne sait pas faire. Oui, alors c'est pas... Loin de là d'ailleurs. Parfois, c'est carrément pas du tout conscientisé. C'est-à-dire là, tu dis que les gens ne savent pas de quoi il s'agit vraiment, mais même ils ne savent pas du tout que ça existe. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas qu'un groupe crée une énergie, qu'un regroupement de personnes dans un groupe crée une autre énergie, et que aussi, il est important que chaque professionnel puisse se calibrer à ce qui se passe pour le joueur, parce que finalement, le sujet, c'est le joueur, le calibrage il est par rapport au joueur, mais pour pouvoir se calibrer, notamment là par rapport aux joueurs, c'est d'abord avoir appris à se calibrer soi. Or, dans une équipe, c'est assez rare. Et puis que les personnes aient envie de se prêter à ce jeu-là ou à ce questionnement-là, bien, dans notre position à nous qui accompagnons ce genre de choses dans nos métiers, ça nous demande aussi d'être très précautionneux et d'avoir beaucoup d'élégance aussi pour les personnes qui, dans une équipe, ne souhaitent pas faire ce travail-là ou n'ont pas du tout accès à ce travail-là. Et pour autant, il est nécessaire de leur donner la possibilité de s'appuyer sur une régulation calibrée. Donc ça, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que ce n'est pas le sujet, là, maintenant. Mais c'est vrai que... Et même le joueur ou l'athlète, parfois,
s'il n'est pas acculturé à ça, si ça ne lui est pas dit, il ne le sait pas. Lui, et puis finalement, ce qui l'intéresse, c'est que tout roule. Et il a raison quelque part. Mais en même temps, de le savoir lui permet lui aussi, c'est souvent ce que je dis, d'être un instigateur de ce bon calibrage-là qui va le servir lui et qui va rendre compétent tout le monde en fait. Tout le monde.